Tira el centro, clave, gol! Gol! Salut les braves, quel plaisir de vous retrouver et vous savez ce dont nous allons parler, bien évidemment, actualité oblige. Alors le titre, l'échec, les pleurs, 3 points de suspension, de Bari à Paris. Oh, on m'appelle Colonelati. Non, oui, l'éléphant Bari, mais je parle de Bari, la ville italienne. Le Colonelati est sur les nerfs, les enfants, d'entrée de jeu. Oui, c'est vrai que la dernière fois, on l'avait sollicité en tout début de podcast, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est le 73 quater, ou quater, je ne sais pas comment on dit. Je n'utilise pas souvent ce mot. Il y a eu le 73 normal. Il y a eu le 73 bis, il y a eu le 73 ter, et là c'est le 73 quater. Ça s'écrit Q-U-A-T-E-R, vous le prononcez à votre guise. Le 74 reprendra évidemment ses droits et le rythme normal la semaine prochaine. Bon, ça n'a pas été de la tarte pour le préparer celui-là, ça n'a pas été de la tarte. Vous savez, le podcast, vous êtes devant une page blanche, la page blanche, et là, il faut pondre. En général, oui, ça va, ça vient, avec cette formule de revenir sur l'année en question, cette année-là, tu vois, 72, 71, 70, etc. Il y a eu la Coupe du Monde, il y a truc, ça vous donne le rythme, et puis après, les idées ou le corps du podcast prendra forme ensuite, voilà, tu vois, c'est un petit training avant de passer la vitesse supérieure. Mais là, pourquoi, de toute manière, la page blanche ? Parce que le podcast est ambitieux, les enfants. Voilà, on vous parle, mais l'air de rien, de manière sous-jacente, si vous écoutez entre les lignes, entre les mots, il y a parfois un conte, une philosophie. Voilà, le podcast doit vous faire passer un bon moment, voilà, c'est le but premier, mais il doit aussi mettre le doigt sur 2-3 choses rarement évoquées dans la presse spécialisée, parce que si c'est pour vous répéter ce que vous lisez ou vous entendez, je vois pas trop l'intérêt. Alors il peut être ambitieux parfois, c'est-à-dire vous apprendre ou vous éveiller, voilà, sur quelque chose, vous mettre sur une piste, quoi. Et que vous soyez pas en temps-plan, quoi, que vous ayez du flair, vous cherchez la truffe. Et après, chacun en fait ce qu'il en veut. Parfois, ces choses-là, on les absorbe, et puis 2 semaines, 3 semaines, 3 ans après, on dit tiens, ah oui, pourquoi pas, et machin, voilà, le foot c'est la vie, et le podcast se doit d'être la vie, sans prétention, hein, on va pas péter plus haut que notre cul, d'accord, et avec le sourire. Et d'ailleurs, en rigolant, dès qu'il y a l'ouverture, tu vois, pour frapper, quoi, tu vois, dès qu'elle se présente, voilà, bon, on va pas se prendre la tête non plus, mais réfléchir un petit peu, le podcast, voilà. L'idéal du podcast, quand il est réussi, c'est-à-dire qu'on est arrivé à cette sorte de melting pot, quoi, tu vois, où le chat que je suis sur un fil, est retombé quand même sur ses petits coussinets, mais la page blanche. Et quand tu es devant la page blanche, tu te déconcentres vite, hein. Y a pas quelque chose à bouffer. Tiens, mais qu'est-ce qui est... Tu vois, il faut t'enfermer. Par exemple, je sais que Audiard, vous savez, les fameux dialogues d'Audiard, bon, on est dans un autre niveau, hein, attention, bien sûr. Donc, c'est quelqu'un qui avait une forte imagination, une très belle écriture dans son style, pour le cinéma, etc. Et j'avais entendu dire que le problème des gens comme ça, où ils sont plusieurs dans leur tête, quoi, c'est que le danger numéro 1, c'est un peu la fuite, quoi, devant la page blanche, et toujours trouver une excuse, un machin, la déconcentration, etc. et tout. Et il paraît que lui, de temps à autre, on l'enfermait dans une chambre d'hôtel, on l'enfermait,
et il avait ses pages blanches, et il disait, maintenant, voilà, tu connais le truc, il faut pondre, mon gars. Alors pondons. Le podcast est ambitieux parfois, parce que à quoi sert un podcast s'il est désarmé, s'exclament les Chiliens, bras ouverts, poings serrés. Voilà, le podcast doit être utile. Bref, ça va Juju, hein? Ah, les soirées de pasta avec Juju, avec Mew, tout ça et tout. Quelle époque. Bon. De Bari à Paris. Échec, on va y revenir, les pleurs. Boli a beaucoup pleuré à Bari. Et là, c'est au tour de Neymar, et dans l'intervalle, il y en a eu, et ça vous... Si vous connaissez les personnes de près ou de loin, Neymar, je ne connais pas, hein, mais Basile, bon, bien sûr, Basile, évidemment, je connais Basile. Et quand tu le vois pleurer, comme les pleurs de Maradona un an auparavant, j'étais présent à cette finale de Rome, donc je ne les ai pas vus sur le moment. Mais après, quoi, c'est... Voilà, ça te prend un peu aux tripes, quoi. C'est... Voilà, un adulte... Alors, c'est touchant aussi, évidemment, un gosse, s'il y a de bonnes raisons à ça, si c'est pas un caprice, tu vois, ou... l'enfant roi, caprice des dieux et tout le tralala. Mais un adulte qui pleure, tu vois, truc, c'est autre chose, quoi. Bien sûr, il y a nos défaites, et puis la mort qui est tout au bout. Nos corps inclinent déjà la tête, étonnés d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles et les oiseaux assassinés. Bien sûr, nos cœurs perdent leurs ailes, mais voir un ami pleurer... Alors bon, je le répète, Neymar, c'est pas mon ami, et pour cause, je n'ai jamais croisé de ma vie, je vais pas parler et tout, mais ça dénote quand même des choses, je trouve, sur la personne. Alors ok, il y a des gens qui disent l'enfant gâté, il est riche, il est ceci, il est cela, il est arrogant, il en fait des tonnes. Oui, il y a un peu de vrai dans tout ça, mais là, il redevient l'enfant qu'il est encore au fond de lui, et il est déçu, il attendait tellement, c'était tellement important pour lui, mais il s'est fondu aussi au fil des saisons et au fil des derniers mois dans cette équipe. Il avait de grosses responsabilités sur les épaules, et voir Neymar pleurer. Alors, à ce sujet, c'est important, avant d'entrer dans le vif, justement, du sujet, il me paraît opportun de mettre au clair quelque chose à propos des gens qui pleurent. Et moi-même, j'en ai un peu souffert, ça, parce que origine antillaise, tu vois, le Sud, tout ça, les gens qui pleurent, c'est pas toujours bien vu. Donc, malheureusement et bêtement, on t'éduque en te mettant dans la tronche qu'un homme, ça pleure pas, quoi. Heureusement, je me suis trouvé après au fil du temps, mais vous allez comprendre, c'est pas vraiment pas la bonne solution. Alors, les pleurs, déjà, c'est quoi? C'est une réponse émotionnelle, quoi, à quelque chose. L'acte de pleurer, après, il va se manifester de différentes façons et suivant les moments. Alors, je sais pas, si tu as mal physiquement, tu vois, tu as tellement mal, la douleur, tout ça, bon, c'est... Voilà, même si tu essaies de te contrôler, tu pleures, ça fait du bien. Ça peut être un caprice, je l'ai dit, ça peut être une rage, tu vois, un truc, les larmes qui te montent aux yeux. Malgré soi, cette réponse émotionnelle, elle te submerge alors que tout va bien. C'est Thiago Silva avec le Brésil, bon, la tension était tellement forte, ils ont gagné au tir au but, et boum, il s'écroule, il pleure, etc. Bon, il y a des tas de raisons qui sont liées aux pleurs, mais une en particulier
et c'est celle dont on parle ici, c'est cette émotion qui est liée à la tristesse, à la peine, à la déception. On est inconsolable, quoi, et on l'exprime de cette manière, quoi, avec de la pluie qui te tombe sur le visage, comme dirait Anne van der Love. Enfin, il y a un brave sur 100 000 qui peut connaître Anne van der Love. Mais je trouvais joli dans une chanson cette formule. Et si j'ai de l'eau dans les yeux, elle pleure, tu vois, c'est qu'il me pleut sur le visage. Enfin bref. Les pleurs, vous le savez, sont souvent considérés comme une sorte de faiblesse, en particulier chez l'homme, en particulier dans un milieu macho, et le foot en est un de milieu macho. Et ceci, il faut le savoir, cher brave, est faux. C'est même souvent l'inverse. D'après une étude de neuroscientifiques, enfin des spécialistes de la chose. Alors en effet, il faut savoir déjà, par rapport à cette étude, que ceux qui pleurent sont plus empathiques avec leur entourage. Mais surtout, ils savent mieux gérer leurs émotions, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, et sont plus forts quand il s'agit de faire face au quotidien. Et les exemples que j'ai donnés, je parle de Basile Boli parce que de Barry à Paris, bon, les larmes de Basile, c'est quelqu'un de fort, quoi. Maradona, je peux vous dire que c'est quelqu'un pas de fort, c'est en béton, c'est quelqu'un de très très fort, tu vois. Et Neymar, je pense, par rapport à tout ce qu'il doit supporter quand même, c'est quelqu'un de fort, évidemment. Alors plus loin, dans cette étude, on précise que les gens qui pleurent à chaudes larmes, tu vois, c'est pas 3 petits trucs qui tombent, alors par exemple en regardant un film, sont en fait plus forts que ceux qui ne pleurent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas peur d'exprimer ce qu'ils ressentent, ils assument leurs émotions sans crainte particulière, notamment d'être jugés ou critiqués, et ils osent du coup, dans leur vie, faire des choses, accomplir des choses. Selon Paul Zak, grosse soirée pasta avec Paul Zak du côté de la Californie, qui est un neuroéconomiste à l'université de Claremont, je le dis peut-être pas très bien. Claremont, c'est à 50 km, université, tu vois, à 50 km du centre de LA. I love LA, la 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 la, we love it. Bon, bref, selon Polo, la science, Polo Zak, c'est aussi un effet de l'oxytocine, puisqu'en créant de l'empathie avec ceux qui les entourent, ces individus n'ont pas peur de défendre leurs pensées. Et voilà, a priori, c'est pas ceux qui pleurent, c'est pas des moutons. Et les larmes, selon lui, sont des outils puissants. Ce sont des gens qui ne fuient pas leurs sentiments. Et alors, quand on dit devant les films, les gens qui pleurent, eh bien, ça suggère aussi qu'il est nécessaire de garder une certaine perspective sur ce qui nous arrive, qu'il est parfois utile de faire une pause, et donc de pleurer, se garantissant ainsi une meilleure stabilité émotionnelle que ceux qui répriment leurs sentiments. Et notamment les hommes, parce que les hommes qui pleurent n'ont pas peur d'être jugés par ceux qui croient que les larmes appartiennent exclusivement aux femmes. Et ce sont des gens, hommes ou femmes, qui font pleinement l'expérience de la vie. Alors pourquoi ? Why ? Eh bien parce que ceux qui pleurent auraient tendance à forger des relations plus solides, ils reconnaîtraient la valeur de ceux qui les entourent et vivraient du coup plus intensément que ceux qui se méfient de tout le monde, tu vois, du qu'en dira-t-on, et qui sont angoissés par les relations qu'ils nouent avec les autres. Donc, si on en a envie, si on le ressent, les enfants, les braves, putain, pleurez, quoi. Pleurez. Tout cela étant précisé, nous allons parler un peu de l'échec, vu
par Marcelo Bielsa, et après, évidemment, on va revenir ici et là sur la finale, ne vous inquiétez pas. Dans le bureau de Guardiola, son bureau de coach, il y a une petite statuette de Cruyff. Et il y a aussi des mots qu'il a écrits lui-même, Guardiola. Ce sont des mots de Bielsa. Que dit Bielsa par rapport à l'échec ? Je le cite donc. « Les moments de ma vie où je me suis amélioré ont un rapport avec l'échec. Les moments de ma vie où j'ai décliné ont un rapport avec le succès. Le succès déforme, relâche, trompe, nous rend pire, nous rend amoureux de nous-mêmes. L'échec est tout le contraire, il forme, nous rend solides, nous rapproche de nos convictions, nous rend cohérents. » Et il va plus loin, Maestro Bielsa. « J'ai été heureux quand j'ai pu profiter de l'amateurisme, j'ai été heureux quand j'ai grandi amoureux de mon travail. J'ai un amour profond pour le foot et je n'ai aucun intérêt pour tout le superflu. Pour expliquer un petit peu mieux tout ça, je sais que la joie d'une victoire dure 5 minutes. Après, il y a un vide énorme et une solitude indescriptible. L'échec, mais très important, ne permettez pas à l'échec de détruire votre auto-estime. Et oui, c'est capital. Quand on est en situation d'échec, on a tendance à se rabaisser. Et puis après, c'est la loi des séries. Un échec en appelle un autre. Voilà, un échec et tout. Et on se dit, on est des bons à rien. Donc, je le répète, très important. Une sirène, tiens. Ne permettez pas à l'échec de détruire votre auto-estime. Et là, j'en viens au PSG après cette finale. J'ai lu, entendu beaucoup de critiques. Alors, à l'arrivée, quand tu as gagné 4 titres, je compte pas trop le trophée des champions, c'est sur un match en début de saison et tout, on va dire 3 titres. Titre de champion de France. La Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Alors bon, les gens disent ouais, bon, ils sont tellement forts, enfin, et notamment les coupes, faut y aller, hein. Il y a des surprises dans les coupes, hein. Tu as gagné les 3. Et derrière ça, tu es en finale de la Ligue des Champions. Merde. Et tu t'essuies un paquet de critiques, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela, bon, bref. Alors, parmi ceux qui vont gaiement dans ce domaine, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jaloux, beaucoup de rageux, ou, et là, c'est plus compréhensible, des gens qui n'aiment pas le PSG, qui sont supporters d'une autre équipe, en particulier d'une équipe rivale. Bon, ça fait partie du jeu. Et puis, il y a les cracks, les enfants. Les cracks, et au-delà des cracks, des gens qui font jamais de fautes dans la vie, qui sont parfaits, tu vois. Et ça, sur les réseaux sociaux, tu en rencontres beaucoup. Alors eux, pour te juger, pour dire ceci, c'est ça et tout, machin. Mais c'est marrant, au quotidien, j'en croise pas tant de gens parfaits. J'ai pas de bol, parce qu'il y en a une multitude. Alors eux, des erreurs, ils en font jamais. Alors là, c'est tranquille. Mais au-delà de ça, évidemment, tu peux dire peut-être si ceci, peut-être si cela, etc. Mais là, eux, ils savent. Ce sont des cracks absolus. C'est impressionnant. Le seul problème, c'est qu'ils le sont dans leurs rêves, quoi, dans leur imaginaire. Tu vois, ils sont tranquillement installés, voilà, sur leur canapé, et ils t'expliquent le foot. Eux, ils connaissent le foot. Toi, tu connais pas grand-chose, un petit peu, comme ça et tout. Tourelle, il est entraîneur depuis machin, Ancelotti, le truc, et l'autre, mais là, Guardiola, c'est une imposture, tu vois. Guardiola se fait traiter d'imposteur par les mecs et tout. C'est génial. Et ça me fait penser à un extrait d'une chanson de Zazie, Zen, tu vois, quand elle dit « À tous ces maîtres chanteurs qui manquent de coffre et de hauteur, c'est facile de compter les erreurs
quand on ne joue pas la scène. Ah ouais, quand on n'est pas exposé, alors là, on n'a plus qu'à compter, paf, pif, pouf, paf, etc. Et même nous, journalistes, je pense que on devrait, je m'y inclus aussi, peut-être des fois, je m'emporte dans un délire ou quelque chose comme ça, et c'est pas mettre les formes, mais c'est tu vois, mettre un petit peu de hauteur derrière tout ça, quoi. Et puis, toujours ce besoin, tu vois, on dirait qu'ont les gens de dénigrer, peut-être ça les réconforte par rapport à certaines choses, ça c'est sûr qu'il faudrait qu'ils parlent, quoi, qu'ils s'allongent et qu'ils expliquent leur vie, etc. Et alors, bon, évidemment, dans tous les cas de figure, Paris est baisé, quoi. Parce que même s'il la gagne, ouais, mais c'est la formule, puis c'est un tirage facile, ça c'est insupportable. Évidemment, c'est une lapalissade de dire que mieux vaut éviter le coin où il y a Manchester City ou le Real Madrid, parce qu'à l'époque, Manchester City n'avait pas encore éliminé le Real, et évidemment le Bayern. Mais bon, l'Atalanta et Leipzig, ben, faut gagner, moi, hein. Je suis désolé, quoi. Même au moment où on prend l'Atalanta, moi, je pense, par rapport à ce que j'avais vu de la Serie A après le Covid, même si l'Atalanta finissait fatigué, je pense que valait mieux prendre la Juve que l'Atalanta. Et Leipzig, tu as vu la leçon qu'ils ont donnée à Tottenham. Et Leipzig, ils ont éliminé à la régulière l'Atlético Madrid, que je sache. Donc, c'est être prêt à l'instant T. Donc, ça veut dire que si toi, au lieu de tomber contre l'Atalanta, tu bats la Juve, qui, à mon avis, il n'y a pas grand-chose à la Juve en ce moment, tu vois, sur un match, tu as de fortes chances de les battre, surtout comme tu as battu l'Atalanta, hein, faut pas oublier, hein. 90e minute et 92e minute, quoi. Les choses n'ont pas été simples. Et que, allez, on va dire, l'Atlético Madrid, finalement, ils éliminent Leipzig. Donc, toi, tu fais le même match contre l'Atlético Madrid, ça a plus de sens? Ben non, je suis désolé. Alors donc, quoi que tu fasses. Bref, tu as un club français en finale, je mets de côté les supporters qui, eux, niveau lucidité, machin, il y a une telle jalousie, envie, truc, qu'ils vont chercher des tas de petites choses pour dénigrer. Je parle de quelqu'un qui a priori est neutre. Mais même chez les gens neutres, maintenant, on est dans une atmosphère, dans une société, tu vois, il faut toujours dénigrer. Oui, il vaut mieux éviter le Bayern et Manchester City. Mais en 93, l'OM, ils ont un parcours, c'est la ligne droite de Longchamp, hein. C'est un parcours qui est plutôt tranquille. Et le Milan AC, qui va perdre en finale, donc contre l'OM, c'est un groupe, c'est l'enfer, parce que ce sont des noms peut-être qui sonnent moins maintenant, mais à cette époque-là, en 93, avoir dans le même groupe Porto, le PSV Eindhoven et Göteborg, qui était une très bonne équipe, et les mecs, ils ont gagné les 6 matchs. Mais, à l'époque, je me souviens, parce que j'ai vécu tout ça, on disait pas oh, l'OM, machin, truc, oh là là, c'est tellement facile, les mecs, tu as vu un peu les équipes d'en face, ou les trucs, ben les équipes d'en face, il faut quand même les battre, et si c'est facile, eh ben on va pas cracher dessus, tant mieux pour nous, si ça peut, tu vois, aider pour aller en finale, où est le problème? On n'en faisait pas des caisses, voilà, c'était comme ça, bon, après, c'est sûr que toutes ces émissions et que les réseaux sociaux, tu vois, c'est souvent une caisse de résonance malheureusement très 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 polluante, quoi. Donc à chacun sa vision des choses. Moi, la mienne, c'est bravo le PSG, bravo les joueurs, bravo le staff technique et tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette saison déjà, et puis cette campagne européenne. Ils ont vraiment de quoi être fiers, tu vois, de ce qu'ils ont réalisé. Donc surtout, ne permettez pas à l'échec de cette finale, hein, de détruire votre auto-estime, quoi. Voilà. Surtout, ne soyez pas touchés par tous ces petits trucs-là, machin. Après, il faut retirer quelque chose de cet échec, bien sûr. Et ce qu'il faut retirer, et qui est dommage quelque part, mais bon,
Tant pis, ça a été fait comme ça, j'en ai souvent parlé, d'autres spécialistes également, qu'ils soient journalistes ou experts et tout, ou aficionados bien sûr, parce que ça saute aux yeux, quoi. Le problème, c'est que tu as une équipe coupée en deux. Et dans certains matchs de très très haut niveau, eh ben souvent, tu as eu, comme dans cette finale, les pires difficultés pour t'en sortir devant une formation qui fait ou impose le jeu et surtout qui te presse. Tout ça, c'est pas nouveau pour le PSG. Ce mal, il a été identifié depuis le temps. Alors, c'est bête à dire, mais à l'heure actuelle, le milieu de terrain de Lyon, Guimarães, Cacré, Aouar, pour moi, c'est plus fort que Marquinhos, Herrera, Paredes. Hein. Je suis désolé. Et quelque part, c'est pas normal. Alors, c'est plus fort. C'est pas archi plus fort, mais c'est beaucoup plus équilibré. Guimarães, Cacré, Aouar, je regrette. Et donc, si le PSG veut gagner, bon, Leonardo, c'est ça mieux que quiconque, hein, une Ligue des Champions, enfin, pour accroître considérablement ses chances, parce que après, il y a une part aussi, tu vois, si ça veut pas, mais voilà, que ça aille à un moment. Il faut des milieux de terrain capables de se sortir d'un pressing, capables de le faire, le pressing, et capables, à défaut de marquer des buts ou beaucoup de buts, de te faire une avant-dernière passe décisive, et parfois la passe décisive. Marquinhos n'est pas un spécialiste du poste. Bon, et sous pression, pour lui, c'est l'enfer. Alors, il est très, très méritant, je veux dire, il a même marqué des buts importants, tout ce que vous voulez, il y a rien à lui reprocher, c'est pas de sa faute, mais c'est pas son poste, donc il y a forcément une limite. Et quelqu'un qui est devant sa défense, c'est un joueur capital pour contrecarrer, les défenses adverses, pour après le placement, il est pas trop mal, encore que, mais c'est aussi la première rampe de lancement. Ça veut dire que si ce joueur, sous pression, te fait une bonne relance, ça te place dans les meilleures conditions. Et si tu as une équipe qui te presse et que tu n'es pas à l'aise sous pression, et c'est le cas de Marquinhos, avant que ça arrive au Neymar, Mbappé et compagnie, ça va être quelque chose. Pareil pour Herrera, qui, cela étant, c'est un bon joueur, Herrera. Et sur une mi-temps en finale, il n'y en a pas beaucoup, tu vois, dans les stades qui ont réussi ça, il t'a donné 2 passes décisives pour le coup, tu vois. Donc il n'y a pas de raison, c'est un bon joueur. Voilà, la passe décisive pour Di Maria et la passe décisive pour Mbappé. Chaque fois, c'est Herrera. Donc, mais bon, tout comme Paredes, tu vois, pour moi, ce sont des joueurs de complément. Ce sont des joueurs qui entrent en jeu, qui peuvent apporter quelque chose, qui ne sont pas bien loin de ce fameux niveau dont on parle, et être en mesure de faire un pressing, parce qu'ils le font quand même de temps en temps, le pressing, mais d'être à l'aise s'ils subissent un pressing de patati patata. Alors, avant de continuer avec cette histoire de milieu de terrain, qui est une grosse faille quand même, juste, eh bien là, le colonel Atti, envoyez le colonel Atti, colonel, c'est à vous. Oui. Vous pouvez barrir, car je vais lire 3 tweets. Juste une petite stat en passant, et cette stat, je me la suis faite le jour de la finale, et ça m'a cassé le moral un peu. Tu vois, j'avais un petit semblant d'optimisme, même si j'étais conscient de la force du Bayern, mais on savait qu'il y avait des petites faiblesses ici et là, que Neymar était en grande forme, bon, voilà, quoi, il y avait un enthousiasme, un élan qui pouvait permettre peut-être de compenser certains manques. Et je me suis fait la remarque, mais j'avais pensé 14 finales. Moi, j'avais fait... Ah ben oui, je comprends. Je suis con. Je le réalise à l'instant. Pas quand j'avais lu le tweet. Mais en fait, Mathias Edwards, il dit sur 15 finales de Coupe d'Europe. Ben oui, il compte celle de dimanche. Moi, j'avais calculé sur 14. Et j'avais calculé, sur 14 finales,
Parce que tu vois, il y a les 2 de Reims, il y a les 2 de Monaco, en Coupe des Champions et Coupe des Coupes, il y a Bastia, Marseille, il y en a une tripotée, il y en a 5, PSG c'est la 2e, etc., etc., Saint-Etienne, évidemment, le truc. Donc j'avais dit 14, sur 14, putain, on en a gagné que 2, quoi. Quelque part, il y a un souci. Alors oui, c'est d'autres époques, d'autres joueurs, d'autres gens en face, mais enfin quand même, tu vois, ça joue. Sur 14, tu n'en gagnes que 2. On en a fait 14 quand même. C'est pas le bout du monde, hein, si tu ajoutes toutes les finales de toutes les Coupes d'Europe et tout. Mais c'est quand même 14, quoi. Alors, sur 15 finales, puisque celle-là, elle s'est jouée de Coupe d'Europe, nous dit Mathias, les clubs français n'en ont remporté que 2, donc. Mais à chaque fois, 1-0, il a raison, et grâce à un coup de pied arrêté. Donc tu vois, les 2 que tu as gagnés en plus, tu vois, 1-0, bon, et chaque fois, un coup de pied arrêté, puisque le coup franc d'N'Goti pour le PSG, et bien sûr, Basile de la tête sur le corner d'Abedi Pelé. Et il précise, le dernier joueur, et c'est vrai qu'il est Bordeaux aussi, finale de Coupe de l'UEFA, bien sûr, contre le Bayern de Munich, le dernier joueur, on y vient, à avoir marqué en finale pour un club français est Daniel Dutuel en 1996. Voilà. C'était avec Bordeaux contre le Bayern. Voilà, pendant que je parlais du milieu de terrain, je vous l'ai mis au milieu parce que j'avais peur d'oublier quand même cette stat. Mais puisqu'on est dans cette histoire d'échec et que par rapport à l'échec, voilà, il faut rebondir et trouver des choses, et puisque le colonel a dit, voilà, je ne vais pas me contenter d'un tweet, je vais vous en donner 3. Il y a Bruno Constant, mon confrère, spécialiste de foot anglais et de foot tout court, qui dit quelque chose de très juste dans son tweet. 2 ans après sa défaite en finale à Bari, d'où le titre aussi, de Bari à Paris, machin, les pleurs, l'OM revenait et battait Milan. Et c'était quand même le grand Milan, hein, ce qui n'est pas rien. 1 an après sa défaite chez lui à Munich contre Chelsea, le Bayern battait Dortmund. Vous voyez ? Les mecs, ils ont rebondi après un échec, ils ne se sont pas écroulés. Et là, il ne le dit pas dans son tweet, peut-être il n'a pas assez de place. Alors il dit, je vais revenir au Bayern, il dit, 1 an après sa défaite contre le Real en 2018, là c'est tout récent, Liverpool battait Tottenham. Perdre, apprendre, revenir. Et je me permets de rajouter que, toujours avec le Bayern, 2 ans après la catastrophe de 99, vous savez, au Nou Camp, où le Bayern maîtrise la situation, 1-0, il y a les 2 corners, coup sur coup, 91e, 93e minute, t'as rien compris, et Manchester United qui l'emporte. Eh bien, 2 ans après cette cata, tu vois, ça peut te casser les reins, ce truc-là, eh bien, ils battent Valence, au tir au but à Milan, 2 ans après. Donc tu vois, l'OM 2 ans après, eux 2 ans après, Munich, Chelsea, machin, 1 an après, Liverpool, un an après. Donc les échecs, ça peut aussi te rendre plus fort, on y reviendra. Et d'ailleurs, @assa19541 nous dit, on se construit aussi avec des échecs, évidemment. La différence, finale Bayern égale 6, PSG égale 1. Il n'y a pas que les joueurs qui prennent de l'expérience, toutes les composantes du club aussi. Il a raison. Mais je précise juste à ça, tu dis finale Bayern égale 6. Non, finale Bayern égale 11. C'est 6 de gagner. Donc en face, tu as un club qui joue sa 11e finale et de Coupe d'Europe des clubs champions. C'est pas comme la Coupe des coupes, tu vois, c'est quand même autre chose, tu vois, là tu es dans une autre dimension. Et toi, bah, tu joues la première, et tu as raison, il n'y a pas que les joueurs qui prennent de l'expérience, il y a toutes les composantes du club aussi. Bon, revenons à ce milieu de terrain. Alors en plus, par rapport au manque, tu vois, des 3 joueurs dans des registres différents, il manquait Verratti. Et Verratti, il a les qualités requises, quoi. Tiens, un PSG avec Verratti, bon, faut qu'il soit un peu en forme, mais enfin, en général, il est à la hauteur, et sans Verratti, parce que Verratti, il peut faire le pressing, Verratti, il peut sortir du pressing et il peut faire l'avant-dernière ou la dernière passe. Paredes est un bon footballeur et Herrera aussi. Il a fait 2 fois la dernière passe. Attention, mais ils n'ont pas toute la gamme, quoi, si tu veux. Et Verratti, bah, tu n'en as qu'un de Verratti. Là où tu devrais en avoir,
Si tu as un milieu à 3, bah, tu devrais en avoir 2 ou 3, parce qu'il y a aussi des blessés, la preuve avec Verratti, des suspendus, tu vois. Alcantara, tu vois, si tu as un gars comme Alcantara au PSG, et tu as le droit d'avoir un gars du niveau d'Alcantara, tu as eu des moyens quand même, il y a de l'argent qui est passé. C'est un joueur magnifique, quoi. Et bon, lui aussi, il a été blessé cette saison, mais tu vois un peu le... Si tu as un Verratti et un Alcantara, et que tu joues à 3 milieux, et que... Je vais vous donner des exemples, tiens. Alors, ok, Neymar, il est passé à côté de la finale, tout comme Mbappé. Et Di Maria, 2-3 éclairs, mais on est d'accord, c'est pas suffisant. Mais, si tu as le milieu de terrain sensiblement dont je te parle, ah ben là, il n'y aura plus d'excuses à trouver à Neymar, Mbappé et Di Maria. Et là, c'est pas question d'excuses, quoi, mais c'est compliqué quand même. C'est difficile. Tu as vu dans quelles conditions ils sont sollicités. Après, tu es devant le but, tu tires dans les nuages comme Di Maria, tu tires dans les gants de Neuer comme Mbappé, tu n'as pas trop de réussite sur la frappe du gauche de Neymar, et en face, bon, un super gardien aussi, bien évidemment. C'est l'histoire du foot aussi. C'est déjà miraculeux que dans ces conditions, tu as eu ces 3 grosses occasions. Mais là où ça a failli, quoi, c'est par rapport à ce que je vous explique. Après, sur le banc, tu vois le banc du Bayern quand même, tu vois le matos, quoi, tu vois. Sur le banc, ils ont quand même 3 champions du monde, les mecs. Les 3 Français, quoi. Tolisso, Pavard et Hernandez. Et ils ont, en plus, Coutinho, pas un mauvais joueur. Il manque de bol, il est en pleine forme maintenant, tu vois, et tant mieux pour lui. Et Zoule, qui est un bon défenseur. Donc voilà, quoi, le Bayern, c'est énorme, les enfants. Et j'en viendrai à oublier Perisic. Bon, petit joueur, hein, Perisic. Bon, bref. À mon sens, pour gagner la Ligue des Champions, et j'ai revu le match, évidemment, mais déjà, on avait cette sensation la première fois, et à l'équipe du soir... après, quand ça a suivi la rencontre, quoi, dans la foulée, tu peux pas avoir un milieu de terrain de la sorte. A fortiori, avec des joueurs qui ont quasiment jamais joué ensemble. C'était tout récent. Toi, tu as fait toute ta saison et ta philosophie de jeu avec 4 attaquants. Et donc 2 milieux de terrain. Et d'un coup, boum, allez, hop, tu ressens Marquinhos, tu dis, allez, bon, viens là, toi. Et les 2 autres, bon, Herrera, c'est aussi parce qu'il était blessé, Paredes, ça va, ça vient, mais donc, il faut aussi un peu des automatismes, quoi, c'est normal. Mais pour moi, c'est le premier chantier, quoi. Il va falloir, pour la Ligue 1, ça suffit largement. Pour la Ligue des Champions, contre une équipe, notamment contre le Bayern, bon, bah, c'était pas suffisant. Bon, ajoute à cela, évidemment, un arrière-droit qui a fait ce qu'il a pu, hein, c'était pas non plus dramatique. Bon, à mon avis, de toute manière, Meunier n'aurait pas fait mieux. Et puis, bon, tu as un attaquant, Icardi, problème de hanche, problème de poids, problème de confiance, problème de... Eh ben oui, et tu as Cavani qui est parti juste au moment où ben, ça aurait tombé bien qu'il reste. Donc si tu mets tout ça bout à bout, bon, voilà quoi. Un chiffre important pour réaliser tout ce que je viens de vous dire par rapport au pressing, le subir et ne pas réussir à s'en sortir. Petite sirène. Ça, c'est un chiffre que j'ai sorti sur l'équipe.fr suite à l'étude tactique de mon copain Dan Perez, toujours très intéressant, qui dit « Le souci pour les Parisiens, c'est que le nombre de fois où ils sont sortis du pressing est insuffisant. » Voilà, nous y voilà. Le Bayern a réussi 31 actions défensives dans le camp parisien
je ne sais pas si tu vois, là on est dans le camp parisien, 31 fois, alors qu'ils pressent, ils vont récupérer le ballon. Soit par des récupérations toutes simples, parce que le mec a merdé, soit des tacles réussis, des interceptions, etc. Et tout. Et 31 fois, c'est énorme, quoi. Les Parisiens, c'est 13. Donc c'est 2 fois et demi moins. Et déjà, précise Dan, face au pressing de Bruges en Ligue des Champions, ou de Lyon et de Saint-Etienne, pourtant à 11 contre 10 dans les finales, Paris s'en sortait pas aussi par rapport à certains pressings. D'ailleurs, contre Lyon, j'aime autant te dire que Verratti n'a pas joué contre Saint-Etienne, mais il fait un gros match contre Lyon. S'il est absent aussi contre Lyon, je la sens pas bien, l'histoire. Voilà, c'est ce problème où tu le règles, ou alors ça restera jamais insoluble, quoi. C'est dur de le dire, mais... Et le souci avec tout ça, et c'est toujours ce mirage de la Ligue 1, qui fait que tu joues d'une certaine manière le Bayern, PSG ou pas, finale ou pas. Évidemment, ils ont pris quelques précautions dans certains secteurs par rapport aux forces du PSG. Mais ils jouent leur jeu. Toi, toute la saison, en Ligue 1 ou dans les coupes nationales, tu vas faire le jeu, tu vas avoir la possession, tu vas jouer dans les 30 derniers mètres adverses, donc les gars sont tellement bas que même si tu fais le pressing pour récupérer le ballon, ça va pas forcément créer des espaces, ils vont rester bas. Donc tu es dans ce schéma de jeu, mais ce schéma de jeu, tu n'as pas le milieu de terrain capable de l'appliquer dans les matchs à haute intensité et très très haut niveau de Ligue des Champions. Si tu vois les matchs en question, il n'y en a pas eu 10 000. Il y a eu 2 fois le Real Madrid. La première fois, tu l'as fait. Bravo. Même si c'est le premier match des poules. Premier match des poules, les grosses équipes, tu vois, les Manchester City, les Real Madrid, machin, je ne veux pas être trop dur et sous-estimer l'exploit parisien, si tu veux, ce soir-là, surtout qu'en plus, il manquait des joueurs majeurs, mais bon, il y a ces matchs-là, et puis après, il y a ces matchs dans les matchs aller-retour, c'est pas toujours Bon, mais tu l'as bien fait. Après, à Madrid, tu fais 2 buts partout, tu t'en sors bien, parce que dans l'intensité, dans le pressing, tu n'y es pas. Et l'équipe est coupée en 2. Tu as Dortmund. 2 matchs contre Dortmund. Là, on y est pour les matchs couperés. Souvenez-vous, équipe coupée en 2, et le pressing de l'équipe allemande étouffe le PSG. Et notre milieu de terrain, les gars, ils sont pressés, ils truquent, et les attaquants sont trop loin, tu n'es pas compact, tu recules, patati patata. Au retour, tu mets les ingrédients qu'il faut en première mi-temps. Deuxième période, tu fais le choix de subir, de protéger ton avance, etc. Bon, mais tu vois, tu joues de... Bon, bref. Contre l'Atalanta, par la force des choses, tu laisses le ballon 60 minutes. C'est quand les gars commencent à piquer du nez que tu commences à t'en sortir. Contre Leipzig, ok. Tu fais le jeu. Choix de Leipzig aussi, erreur un peu peut-être de Nagelsmann de jouer un petit peu bas, tu vois la peur là pour une demi-finale, etc. Un petit peu bon truc. Et contre le Bayern, tu laisses le ballon. Ou en tout cas, tu n'es pas en mesure de faire le jeu. De temps à autre, en première mi-temps, il y aura des bons passages et tu vas réussir à les gêner un petit peu et à presser parfois. Et puis en deuxième mi-temps, évidemment, c'est compliqué. Et le fait de changer tout le temps aussi, tu as Neymar. À la base, Neymar, c'est quelqu'un qui joue à gauche. Alors déjà, par la force des choses, tu as Icardi, il n'est pas à la hauteur, tu vois, contre l'Atalanta, et Di Maria, bon, il était machin, ça sert à bien, ok, mais tu dis, Neymar, on va le mettre un peu plus pour faire le jeu, quoi, pour participer encore plus au jeu. Et ça se passe bien. Contre Leipzig, même topo, mais déjà, comme Mbappé est titulaire, que Mbappé file à gauche, etc., pour l'équilibre, Neymar, déjà, il est souvent avant-centre. Il n'est pas tout le temps, mais bon, il fait le jeu, il est avant-centre, ça se goupille bien. Pour la finale, j'ai revu la finale, déjà j'avais un ressenti bizarre la première fois,
Mais Neymar, il est 70% du temps avant-centre, quoi. Donc c'est pas son poste, quoi, tu vois. Donc ça veut dire que, voilà, tu composes tout le temps, plus ou moins, quoi. Alors après, c'est pas facile, hein. Tu fais avec ce que tu as, et il y a des blessés, et Cavani n'est plus là, etc. Et les milieux de terrain, les cracks dont je parle, ils sont plus dans l'équipe d'en face qu'avec toi. Je veux dire, tu te rends compte, j'insiste toujours sur le milieu de terrain, si tu as un milieu, Fabinho, Verratti, Alcantara, à un moment, si tu avais fait les bons choix, alors peut-être pas Alcantara, parce que Guardiola, qui le connaissait par cœur, le voulait au Bayern, etc. Mais bon. Mais tu joues contre le Bayern, tu dis, tiens, Fabinho, Verratti, Alcantara. Ça se passe comment ? Et les performances de Neymar et Mbappé, elles se passent comment ? Parce qu'il faut toujours se mettre aussi dans la tête. Si Neymar est à la place de Thomas Müller, d'accord ? Et si Mbappé est à la place, soit de Gnabry à droite, soit de comment ? À mon avis, il faut une grande finale. Hein. À mon avis, c'est une boucherie. Donc, voilà, si tu as un milieu, allez, Fabinho, Verratti, on va mettre un Lyonnais, puisque je voulais parler du milieu de terrain lyonnais qui m'a beaucoup plu, Aouar. Tiens, Fabinho, Verratti, Aouar. Ah, le pressing, tu vas t'en sortir, et tu vas envoyer du jeu, hein, parce que j'insiste sur Fabinho, parce que comme première rampe de lancement, tu vois, tu as Aouar à gauche et Verratti à droite. Bayern, il y a match. Il y a match. De toute manière, il y a eu match. Ils n'ont pas été ridicules, attention. Mais là, d'entrée de jeu, il y a match. Allez, tu mets 2 Lyonnais. Fabinho, première rampe de lancement. Cacré, Aouar. Ah, il y a match. Ou Fabinho, Cacré, Verratti, etc., etc. Tu peux. Mais après, tu peux mettre un Herrera. Hein. Tu mets Fabinho, Herrera, Verratti. Fabinho, Paredes, Verratti. C'est pas la même musique. Bon. Fabinho, je le mets chaque fois, mais je peux te mettre à Casemiro, quoi, tu vois. Casemiro, Verratti, Alcantara. Casemiro, Verratti, Aouar, etc., etc. Bon, la question se pose pas. Fabinho est à Liverpool, Casemiro est au Real, Cacré et Aouar, Cacré il reste à Lyon, Aouar il n'ira pas au PSG, Alcantara il devrait aller à Liverpool, etc., etc. Mais je vous parle de profil. Voilà, tu vois, je vais dans ces profils pour essayer de mieux aider à visualiser les choses et à réaliser avec les 3 joueurs que je te mettais chaque fois, le pressing et sortir du pressing. Et, tu vois, quand je te mets des awards, la passe, la dernière passe, l'avant-dernière, le truc, ça roule et est capable de faire des séquences où les mecs, techniquement, tu es tellement fort que non seulement tu sors du pressing, mais les gars, ils vont courir après le ballon. Et Neymar et Mbappé, les ballons qu'ils vont recevoir, ça va pas être forcément à l'arrache. Au départ, tu auras créé un déséquilibre. Et là, avec ces joueurs-là, tu joues comme ça en Ligue 1, mais tu joues comme ça en Ligue des Champions. Et s'il faut jouer sur la Lune, tu joueras comme ça sur la Lune. Tu vois, tu vas pas changer toutes les 3 secondes. Et voilà, tu peux un peu faire évoluer certaines choses. Et après, Neymar, le gars, il est perdu, il n'est pas vraiment à son poste, il te fait de ses courses, il s'essouffle, il a perdu peut-être un peu trop de gaz dans les 2 premiers matchs, parce qu'il portait tout sur ses épaules, en particulier contre l'Atalanta. Donc, tu perds des plumes. Peut-être après aussi, il a joué un peu le match avant, peut-être Mbappé aussi. Mbappé, il faudrait que son entourage, ça me regarde pas, mais tu vois, tu as l'impression qu'il est en mission, quoi, sur son interview d'avant, tu vois, et c'est bien de dire ce qu'on pense, mais peut-être le protéger, parce que s'il te dit, voilà, je suis en mission, mais en mission, il est en mission, tu vois, en mission, le football français, etc., et tout, et après tu vois la finale, il vaut mieux qu'il le dise après, quoi, ça c'est des petites choses, encore que c'est bien d'avoir le courage de ses opinions, juste c'est pour protéger, pour pas qu'il lasse un peu trop les gens ou qu'il en prenne plein la gueule, quoi, même si le gars il a du répondant, mais je sais pas, moi, les gens qui sont en mission, mais bref, bon. Regardons des chiffres, ça j'ai pris aussi ça chez Dan, le taux de ballon perdu par Neymar sur le tableau final, contre Dortmund, donc au parc là, il perd 32% de ses ballons. Alors vous me direz, c'est beaucoup, mais c'est un joueur qui provoque. Si tu fais que des passes au partenaire qui est à 2 mètres, c'est sûr que tu vas avoir 100% de passes réussies, tu vois, ou de ballons réussis. Bon.
Contre Dortmund, le taux de ballon perdu, 32%. Contre l'Atalanta, match énorme, 28%. Contre Leipzig, 29%. Et contre le Bayern, 47%. Ça, c'est pas un bon chiffre. Hein. Si tu perds un ballon sur deux, et on l'a vu en deuxième mi-temps, à un moment, tu vois, si c'est pas Neymar, à la limite, et que tu as du matos sur le banc, tu le remplaces. Bon, évidemment, tu peux pas faire ça, mais... Parce que tu dis, il y aura peut-être toujours un coup de génie, mais 47%, presque un ballon sur deux, tu vois. Après, le Bayern, ils se sont régalés. Hein. Prise à 2, même parfois à 3... Le petit taquet qu'il faut à certains moments, même s'il n'y a pas eu d'agression, tu vois, bon, juste les petites fautes ici et là, mais surtout, il était englué, quoi. Alors, des fois, il était avant-centre, tu vois, c'est pas ça. Des fois, il allait chercher les ballons tellement bas, enfin bon. Dans ces conditions-là, c'est difficile, à mon sens, qu'il réalise une grande finale. Et un Neymar, ton meilleur joueur, qui passe à côté... Déjà qu'il n'y a pas tout le matos, comme je viens de vous l'expliquer, et que vous le savez de toute manière, forcément, tu vois, ça sent pas bon, quoi. Et en deuxième mi-temps, du coup, plus le match avançait, et voilà, quoi, tu sentais, tu avais compris, sauf miracle, bien sûr, et un tweet de Sam Lécasse, Sam Lécasse, parce que c'est Lécasse, @Sam le retour. Didier Roustan a résumé exactement cette finale du PSG Inside, ça c'était dans l'équipe du soir, à 1-0, aucune réponse, aucune révolte. Oui, j'ai dit ça, mais ils étaient, le plus grave, c'est qu'ils n'étaient pas en mesure de la donner, cette réponse, et de réaliser une sorte de révolte. Ils ont tout donné, il n'y a rien à dire de ce côté-là, ils ne se sont pas cachés, les gars, ils se sont mis minables, mais tu sentais bien que c'était en pure perte, il ne pouvait pas y avoir de révolte, puisque manifestement, il n'y avait pas de plan B. C'est un peu comme Lyon, tu vois, qu'à partir du moment où ils ont été menés contre le Bayern, le plan B, est-ce qu'ils étaient en mesure aussi de le faire, de le réaliser? Il y en avait peut-être un peu, il y en avait peut-être un, j'imagine, mais tu le ressentais pas, quoi. C'était encore, bon, il y avait eu un bon petit début de deuxième mi-temps, mais ça devenait très difficile. Alors, Lyon n'a pas les moyens, je veux dire quand même, du PSG, et c'est là où ça va pas, quoi. À un moment, un club comme ça, une équipe comme ça, qui a autant investi, elle doit avoir un plan B, à mon sens. Pour réaliser l'exploit, dans ces conditions, voilà quoi, il fallait un miracle. Il fallait que la chance, elle soit de ton côté. On a beaucoup critiqué Tuchel par rapport à son interview d'après-match. Alors déjà, interview d'après-match, quand tu t'es pris, je veux dire... une défaite, tu vois, après tous ses espoirs, une enclume sur la tête ou dans la gueule, le mec a pas forcément, en plus, tu vois, il parle français, c'est pas sa langue, il a pas forcément le mot juste, donc lui, bon, bah dit, mais ça on le saura jamais, j'ai toujours pensé que la première équipe qui marquerait, c'était tellement disputé, à 1-0, aurait gagné le match, bon, ça... Peut-être pas, on le saura jamais. C'est vrai qu'on repense toujours, oui, il y a l'occasion de Neymar, parce que c'est pas la même chose que contre Lyon quand même. Parce que là, c'est dans le temps de la première mi-temps. Lyon, c'est dans les 12 premières minutes. Après, il faut en tenir 80. Donc, tu as plus de mal à l'imaginer. Mais ça peut aussi, tu mènes, c'est différent. Là, l'action de Mbappé, c'est à la 45e minute. Ça veut dire que tu rentres, tu mènes 1-0, tu viens de marquer. Donc psychologiquement, tu vois, tu es dans des dispositions quand même très spéciales. Et le Bayern, tu as poussé, tu as eu des occasions. Un penalty, sans doute, qui aurait pu être sifflé, mais il n'a pas été, quelques minutes avant l'action de Mbappé, ou un peu après, je ne sais plus. Mais là, tu es mené 1-0, et le Paris a eu des occasions, et toi, oui, le poteau, la tête de Lewandowski, mais enfin, pour une équipe qui marque une moyenne de 4 buts par match, qui en a mis 8 à Barcelone, bah là, tu as 45, enfin une mi-temps, tu vois, 0. Et eux, ils en ont un. C'est pas pareil. Pour passer, il fallait cette part de chance. Et je vais vous lire le tweet de quelqu'un que j'aime beaucoup, Fernando Signorini,
qui est, vous devez connaître, les Braves. Ça a été toute la carrière de Maradona, son préparateur physique particulier. Il l'a suivi partout, à Naples, à machin, bon, etc., etc., quand il est retourné en Argentine, à Séville, là. Et c'est quelqu'un de tout à fait charmant et qui connaît merveilleusement bien le football. J'ai une petite anecdote avec Fernando, soirée pasta à Buenos Aires. J'ai une petite anecdote. Quand c'est du vécu, c'est le jingle hippopotame, vous le savez. Voilà, juste pour vous parler de ma première rencontre avec Fernando Signorini. Ça se passait à Buenos Aires, bon, ça commence à dater, et on est dans le début des années 90, on va dire, à la louche, et dans une petite salle, Maradona sue en courant sur un tapis, j'allais dire tapis volant, non, un tapis roulant, tu vois, voilà. Moi je suis là, je l'attends, parce qu'après je dois le voir pour certaines choses. Et Fernando Signorini, évidemment, veille sur son poulain, et je suis avec Francis Huertas, mon vieux copain, mon frère d'armes, Francis, et Francis me dit, tiens, je vais te présenter Fernando Signorini. Je dis, ouais, avec plaisir, machin, quoi. Et il arrive, voilà, il me présente, il dit à Fernando, voilà, Didier Roustan, c'est ceci, c'est cela, et puis à un moment, Fernando, avec ce petit sourire coquin qu'il peut avoir, il dit, mais, en espagnol donc, mais Francis, tu me fais tout un topo. Mais qui ne connaît pas Didier Roustan? Tu es fou, quoi. Tu me... Et alors là, heureusement, j'ai le tamat. C'est quelque chose qui m'a servi, tu vois, quand je me prenais, comme on disait jeune, un boc, tu vois, quand j'avais honte, tu vois, quand tu es petit, tout ça et tout, bah, les gosses, s'ils sont blancs, ils rougissent. Mais quand tu as le tamat comme moi, tu rougis pas. Bon, bah là, j'étais un peu gêné, quoi. J'aurais rougi. Bon, j'ai compris bien plus tard pourquoi, voilà. Et là, j'ai bombé le tort devant Francis. Après, j'ai dit, ben oui, pourquoi tu fais mon plan de carrière? Je suis Didier Roustan, Francis, ces trucs. Voilà, bon, c'est les hasards de la vie comme ça, mais bon, c'est rigolo. Dans le même registre, je vous l'avais raconté une fois, il y en a plusieurs comme ça, mais il y en a une qui m'amuse toujours beaucoup. Il fallait voir la tronche de mon sondier et de mon caméraman américain, Bill et Denis. On est à l'aéroport, mais en transit, on doit quand même montrer ses papiers d'identité. Et aux États-Unis. Donc ça rigole pas, tu vois, tu peux pas passer comme ça, tiens, truc. Et on est collés l'un à l'autre avec Bill et Denis. Bon, j'y vais. Et le gars, je présente mon passeport, quoi, et mon ticket, comme quoi je suis en transit, je sais plus où on allait après, enfin bref. Et le gars, mais un Américain, qui me dit, mais en anglais, là, vous êtes Didier Roustan? Je lui dis, ma foi, oui. Il me dit, bon, c'est bon, passez. Il a même pas regardé le passeport. Incroyable. Véridique, hein, c'est pas une soirée pasta avec Einstein, là, hein, je veux dire, truc. Alors là, j'aime autant vous dire que derrière, avec Bill et Denis, là, j'en ai fait des tonnes. Mais là, j'ai pas demandé pourquoi ou comment, truc. Je sais pas, j'en ai conclu que le mec avait peut-être passé 15 ans, tu vois, en France, il venait d'arriver, ma tronche, peut-être il aime le football, j'en sais rien, mais là, après, les mecs, ils te regardent d'une autre manière. Hein. Là, on va se calmer. Oui, je suis Didier Roustan. Ben voilà, pas la peine de montrer ton passeport, c'est bon, tu passes. Bref, ne perdons pas le fil. Alors Fernando, qu'est-ce qu'il dit, Fernando, sur un tweet après cette finale? Il dit, le Bayern était supérieur en termes de jeu, évidemment, contre le Barça, contre Lyon, le PSG. Mais ils auraient pu connaître des grosses difficultés dans ces matchs. Évidemment, en particulier contre Paris, puisque c'était dans le temps, première mi-temps, une finale, c'est particulier et tout. Et il précise, même les grandes équipes ont besoin de chance. Voilà, j'y reviens quand... Je ne sais pas si j'étais allé au bout de la chose quand... je disais Tuchel, il disait à 1-0, patati patata, mais derrière, il disait, avec un peu de chance, ça passait. Et on lui a reproché. Alors, peu cher déjà, France, peu cher un truc. Mais Signorini, il dit la même chose. Alors, on peut dire...
avec un peu plus d'adresse, en l'occurrence, parce que mais c'est aussi la chance, quelque part, qu'un joueur du niveau de Mbappé, à bout portant, il fait presque une passe en retrait à Manuel Neuer. Et oui, tu as la chance que ce moment-là, il n'est pas inspiré. La chance, elle est quand même un peu de ton côté, et c'est valable aussi pour Di Maria, un degré moindre peut-être pour la tentative de Neymar. Et Fernando termine en disant, voilà, même les grandes équipes ont besoin de chance. Et il dit, voilà, necesitan de la suerte. De chance, il le répète, ce facteur si déterminant dans le résultat, et si souvent, si autant sous-évalué dans l'analyse. Et c'est vrai que il a raison. Voilà, l'équipe qui a gagné, ça conditionne tellement ton analyse que voilà, elle avait raison, elle a gagné, c'est comme ça. Allez, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'empêche que à 1-0, plus le match avançait, et puis on l'a compris quand même dans le début de la deuxième mi-temps, même si la domination du Bayern n'était pas aussi nette que ça, mais quand même, plus on avançait, a fortiori à 1-0 pour le Bayern, plus, oui, tu te disais que là faudrait un miracle. Et à partir du moment où il a fait rentrer Draxler, je me suis dit, le miracle ne pourra pas avoir lieu. J'ai rien contre le joueur allemand, bien sûr, qui a des qualités, c'est évident, mais c'est quelqu'un qui a lâché depuis si longtemps, tu vois, et tu connais son côté un petit peu diesel, il enroule et tout, et là les mecs ils sont à fond la caisse en face et tout, tu vois, tu as Draxler, alors je comprends, évidemment, Tuchel, il veut amener maintenant une touche un peu plus technique pour aider Neymar, Mbappé, parce que tu as 3 milieux de terrain récupérateurs, qui n'ont pas des pieds carrés, mais qui restent quand même des milieux de terrain récupérateurs. Mais Draxler, non, c'est fini, quoi. C'est mon sentiment, c'est peut-être un peu dur, mais à ce moment-là, quoi. Voilà, sauf miracle. Et il a failli avoir un miracle. C'est ça, le football, c'est complètement fou. Avec, si vous vous souvenez bien, dans les 2 dernières minutes, un raid de Neymar. Je crois que c'est Thomas Müller au départ de l'action qui essaie de le retenir. Après, tu as Kimmich. Il n'en peut plus, il est au bout, parce que les Allemands, ils donnent peut-être l'impression d'eux, mais il était fatigué quand même, tu vois, et Neymar, il y arrive à la course, il arrive, et il fait ce centre pour Choupo-Moting. Bon, il y a eu aussi l'occasion de Marquinhos, avec un très bon Neuer, il y a eu deux, trois petites choses qui se sont mal goupillées, mais pas des choses aussi évidentes que Neymar, Di Maria et Mbappé en première mi-temps. Et là, moins une, tu as le miracle Choupo, quoi, qui est en avance, malheureusement, un poil sur le centre. Alors il fait une tentative désespérée d'aile de pigeon, quoi. Mais bon, là, malheureusement, il est une aile, tu vois, il est comme un avion sans aile, quoi, de Charlie Couture, tu vois. C'est comme un avion sans aile. J'ai chanté toute la nuit. Bon, faut pas déconner non plus, quoi. Si Choupo égalise ici de manière acrobatique et que tu gagnes après derrière en prolongation, parce que là, en général, une équipe qui se fait remonter de la sorte à la dernière minute, putain, les miraculés deviennent des monstres, et toi, tu vois, c'est un peu comme le France-Italie de l'Euro, quoi. Quand Wiltord égalise à la dernière seconde, tu sais bien que le but en or, il va être français. Donc si Choupo le fait, putain, la première statue sur le parvis du parc, elle sera pas pour Daleb, pour Souzic, pour Weah, pour Paoletta, pour Ibrahimovic, pour Neymar, ou pour Mbappé, ou pour qui vous voulez. Elle sera pour Eric Choupo-Moting, quoi. Le football, hein. Fantastique parfois. Ça peut l'être, quoi, tu vois. Bon, là, alors un truc comme ça, statue Choupo, la tribune officielle, c'est la tribune Choupo, la rue qui longe le parc, c'est la rue Choupo. On va bouffer de la chipolata jusqu'à la fin de nos jours, quoi. Eh oui, là, c'est plus la chipolata, d'ailleurs. On appelle ça la choupolata. D'accord. Et s'il fait ça, tu as tous les Marseillais, tu vois, ils descendent sur le Vieux-Port et ils se jettent à la mer, quoi. Tout le monde, là, leur Choupo, c'est trop, quoi. Bon, je réécris un peu l'histoire, mais c'est l'affaire de quelques centimètres. Les fameux centimètres, les enfants. Enfin, le propre des miracles, il y a déjà eu le miracle à Atalanta, c'est de ne pas arriver toutes les 3 secondes. Sinon, ça serait plus des miracles, pardi. Ou alors,
Ou alors il y a quelqu'un, je vous en parlerai un peu plus tard, on va conclure un peu avec ça, qui amènerait des preuves scientifiques par rapport à ces miracles. Je parle non pas du Maharaja de Rawashputala, ça fait beaucoup de A, non, je parle de Paramahansa Yogananda, ça fait encore plus de A. Hein? Là, il y aurait eu du boulot pour expliquer d'un point de vue scientifique pourquoi Choupo-Moting... bon, mais Choupo a failli, il a failli, mais il a failli seulement, voilà, il a failli seulement le mettre. Et voilà, bon, c'est comme ça. L'équilibre, les enfants, l'équilibre, tant et si bien qu'à un moment, en regardant le match et en ayant voilà, ce sentiment un peu amer qu'il ne s'en sortirait pas, je me suis dit... Pourquoi de temps en temps, tu vois, pour sortir de ce pressing, puisque tu n'y arrives pas faire en sorte que Mbappé, Neymar et Di Maria, qui pour le coup étaient écartés en deuxième période, encore plus qu'en première des fois, bon, ne soient pas un peu, tu vois, distants l'un de l'autre de 10-12 mètres, et que tu balances, quoi. Tu balances... Et tu joueras les deuxièmes ballons. Et si le deuxième ballon est bon, ça peut aller très vite. Et toi, dans l'intervalle, si tu récupères ce deuxième ballon, eh ben tu montres le bloc pour soulager tout le monde de 5-10 mètres. Parce que le milieu de terrain, il commençait à tirer la langue aussi. Tu vois, les Anglais faisaient ça à une époque. Tu vois, ils passent par au-dessus et les deuxièmes ballons, à mon avis, bim, bim, bim. Là, si tu te la passes, tu te la trucs et tout, et les mecs, ils te pressent et que tu es fatigué et que pour te sortir du pressing, tu n'as pas le niveau technique, c'est dur de dire ça, ce sont tous des bons techniciens, mais qu'il n'est pas suffisant, tu vois, ou qu'on sent qu'il va y avoir la boulette. Je ne vais pas vous rappeler le chiffre des ballons récupérés dans le camp parisien, enfin je vous le dis quand même, 31, quoi, tu vois, dans une finale, c'est beaucoup, c'est énorme. Et voilà, je me suis dit ça à un moment, on l'a évoqué aussi dans l'équipe du soir, pourquoi dans le dernier quart d'heure, pas tenter, comme ça a été le cas tout au long de la saison, 4 attaquants, tu mets plus que 2 milieux de terrain, bah, tu joues compact, il y aura de la profondeur dans le dos de Thiago Silva, bah, écoute, tu verras bien, mais là c'est pareil, tu vois, quand je vous dis passer au-dessus du milieu de terrain et jouer les deuxièmes ballons, bah, c'est pas quelque chose qui s'improvise non plus en finale, tu vois, comme plan B, ça fait un peu juste, bon là il vous presse et tout, faites... Mais si ça avait été travaillé aussi, mais si ça change toutes les 3 secondes, c'est difficile. Mais encore une fois, l'entraîneur, j'ai pas envie de lui lancer la pierre, quoi, ce qui a été réalisé dans l'année. Et c'est un peu facile de si ceci, si cela, si machin. Ben ouais, si Mbappé, et c'est pas lui qui frappe à la place de Mbappé, c'est Mbappé, ça s'est goupillé comme ça. Donc c'est pas la peine de s'acharner, quoi. Il faut reconnaître aussi le talent et des Allemands qui étaient plus forts, quoi. Donc maintenant, faut aller de l'avant. Voilà. Il faut bien se dire que l'échec est un passage quasiment obligé et il te rend plus fort si tu en tires les enseignements, bien sûr, et si tu t'en relèves, cela va sans dire, et ils ont tout pour s'en relever, quoi. Ça fait partie intégrante, pas que du foot, quoi, de la vie. A fortiori, oui, du sport qui est, comme chacun sait, un miroir grossissant de la vie. Le Bayern, on l'a dit tout à l'heure, avant cette finale, c'est 10 finales. Et sur les 10 finales, ils en gagnent 5, ils en perdent 5. Et les 5 gagnés, c'est à l'arrache. C'est complètement à l'arrache. Les 3 de l'ère Beckenbauer contre... l'Atlético Madrid, tu égalises par Schwarzenbeck, tu vois, qui marque un but tous les 2 siècles, à la dernière minute. Pourquoi ce tir de 25 mètres, il va égaliser, lui? L'Atlético, contre toute attente, va battre le Bayern. En 75, j'étais à ce match au Parc des Princes, j'étais vert. C'est un cul, c'est plus la porte d'Aix, quoi. Je veux dire, tout leur a réussi, et l'arbitrage, et trucs et tout, et donc ils passent encore par la petite porte. Et en 76, bon, je ne veux pas revenir sur les poteaux carrés, mais enfin, bon, ils le reconnaissent d'ailleurs après, hein, Rummenigge le dit souvent, hein, il dit, ouais, bon, c'est vrai que ce jour-là, il devait être remplaçant, ou peut-être qu'il joue déjà, ou en tout cas, où il est dans le secteur. Il dit, Beckenbauer l'a dit aussi, ouais, Saint-Étienne
était plus fort, et puis voilà. Et les deux autres, c'est à l'arrache aussi, parce que la plus récente contre Dortmund, alors ils étaient match nuls, ils n'étaient pas battus, mais le tandem Ribéry-Robben évite les prolongations à quelques minutes près contre Dortmund, et le coup d'avant, à Milan, ils gagnent au tir au but contre Valence. Alors je dis pas que les tirs au but c'est de la roulette, mais bon, quand tu gagnes au tir au but, c'est quand même un petit peu à l'arrache. Et dans les finales qui gagnent, bien souvent, c'est contre des outsiders, quoi. Enfin, tu vois, non, qui perdent, pardon. Dans les 5 qui perdent, Porto était un outsider, Aston Villa était un outsider, Chelsea, même s'ils avaient une tactique redoutable avec les 5 derrière qui coulissaient merveilleusement bien, ça se passe à Munich, quand même, et Chelsea était en position d'outsider. Bon, ils n'ont pas eu de pot contre Manchester United à Barcelone, c'est vrai. La seule défaite logique, c'est contre l'Inter de Mourinho, avec les 2 buts de Diego Milito. Mais enfin, 10 finales, maintenant 11, ils en perdent 5. Ils en perdent 5, donc l'échec... Lao Tzu disait, c'est important Lao Tzu, tu vois, Lao Tzu. Il y a eu des sacrées soirées pasta avec Lao Tzu. Et c'est normal d'un autre côté, c'est quand même eux qui ont inventé les pâtes. Alors Lao Tzu, c'est quoi, 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, quoi. Enfin, dans ces eaux-là, à la louche, tu vois. Bah ouais, j'étais déjà là, évidemment, sinon je serais pas le chef des braves. Bon, truc. Je l'ai même peut-être aidé dans ses travaux, je veux pas en dire plus, mais ses écrits sur le taoïsme, on a peut-être fait ça à 4 mains, je veux pas me mettre en avant, mais enfin, Lao Tzu, bon. Lao Tzu disait, il faut trouver la voie, moi je l'ai trouvée, c'est très simple, je vais vous couper la tête, alors vous aussi vous connaîtrez la réalité. La vérité, non, vous aussi vous connaîtrez la vérité, je crois qu'il dit. Non, je rigole. Ça, c'est Tintin et le Lotus Bleu. Vous savez, Peuchère, le Chinois, qui était très gentil, au demeurant et tout, mais il a reçu cette petite piqûre qui rend fou et tout, et il te disait chaque fois, Lao Tzu disait, il faut trouver la voie, je vais d'abord vous couper la tête. Bon, je faisais pas le Chinois, là, je sais pas ce que je faisais, là. Je plaisante. Lao Tzu, mais enfin, les amateurs de Tintin apprécieront, bien sûr. Lao Tzu disait, l'échec est le fondement de la réussite. Donc vous êtes bien gentil, vous allez me mettre ça en italien, en espagnol, en machin, en allemand, en truc, là, et vous allez me placarder le camp des loges. Lao Tzu disait, l'échec est le fondement de la réussite. Alors je vous parlais tout à l'heure du fameux Paramahansa, avec un H, mais en un seul mot, hein. Paramahansa, c'est son prénom. Yogananda, il y a beaucoup de A, j'y peux rien, mais un garçon charmant au demeurant, qui nous manque. Un Indien. Paramahansa Yogananda, c'est sûr, enfin pas un Amérindien, un Indien, un hindou, quoi, les Indes, Calcutta, et tout ça, un truc qui était Paramahansa Yogananda, un maître yogi, un philosophe, un moine, tout ce que vous voulez, et trucs, et qui va sur les bancs de l'université de Calcutta. Nous parlions beaucoup ensemble de tout ça, et il a écrit notamment, et c'est pas rien, hein. Il a écrit l'autobiographie d'un yogi. Ça peut être pas comme ça, tu vois, le titre. Mais enfin, l'air de rien, c'est un livre qui a été désigné parmi les 100 livres spirituels les plus importants du XXe siècle. Et c'est un livre qui a changé la vie de millions de personnes. Voilà. Lui qui enseignait principalement la philosophie du Kriya Yoga, notez bien, l'autobiographie d'un yogi. Et on rigole, mais alors dans les millions de personnes, tu vois, il y a des gros poissons, comme mon vieil ami George Harrison, l'un des Beatles, qui a eu une période comme ça un peu. Il y a Steve Jobs, mangeait des pommes, tu vois. Lui, il l'a lu 3 fois, autobiographie, parce que après, il faut suivre, hein, c'est sûr que là, tu pars loin, autobiographie d'un yogi, machin. Et il y a un chapitre, j'y viens encore par rapport à l'échec, évidemment, il y a un chapitre incroyable dans ce livre,
que je vous recommande au demeurant, vous faites ce que vous voulez. Ce chapitre s'intitule « La loi des miracles ». Et là, à l'intérieur de ce chapitre, Paramahansa Yogananda, il y a beaucoup de A. Il y a beaucoup de A, c'est moi qui le rajoute. Il y a beaucoup de A. Parce que Paramahansa, 1, 2, 3, 4, 5. Yogananda, 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il y a 8 A. Mais il ne s'appelle pas Paramahansa Yogananda, il y a beaucoup de A. On est d'accord? Vous comprenez, hein? Il y a beaucoup de A, c'est rajouté. Et là, dans ce chapitre, justement, il te donne des explications scientifiques pour des exploits qui, d'apparence, sont miraculeux, tu vois. Donc, j'aurais bien discuté avec lui, avec les esprits, puisqu'il n'est plus là, apparemment de ça. Si Choupo-Moting avait réussi son aile de pigeon, là, il aurait fallu qu'il m'explique, d'un point de vue scientifique, comment c'est possible. Mais il peut. Il peut. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Oh, je sais pas si je vais vous le dire. Je sais pas. Non, je sais pas. Ouais, je vais vous le dire. Vous avez été patient. Je voudrais une petite musique indienne pour qu'on soit un petit peu, tu vois, dans le... Bref, à un moment, il faut être bref. Allons droit au but. À propos de l'échec, Paramahansa Yogananda, non, Yogananda, avec un D, comme Dimitri. Il y a beaucoup de A, je le rajoute. Il disait, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est très joli. Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du succès. Ça méritait même une petite sirène, ça. Je répète. Le loup est dans la bergerie. Général, je rigole. Non, c'est pas ça. Je répète. Une période d'échec est un moment rêvé pour semer les graines du succès. Très joli, Paramahansa. Donc pareil, hein, dans le camp des loges, vous mettez ça et vous signez évidemment Paramahansa, Yogananda, il y a beaucoup de A. Entre parenthèses, il y a beaucoup de A. Alors, semez les graines du côté du PSG et positivons. Il y a déjà la réussite de ces foutus 8e de finale, quoi, avec 3 échecs consécutivement. Donc non seulement là, bah, tu passes le cap, mais après tu vas en finale. Et tu vas en finale avec des joueurs quand même qui ont été marqués à 1, 2 ou parfois à 3 reprises par ces événements catastrophiques compte tenu des conditions. Tu vois, des Thiago Silva, des Marquinhos, des Draxler, des Kurzawa, des Meunier et Cavani, parce qu'ils étaient dans le groupe au moment de Dortmund, Verratti, j'en oublie peut-être 1 ou 2. Ben, bizarrement, tous ces gens-là, ils sont encore là, quoi. Bon, ça y est, ils l'ont fait. Et puis après les quarts, il y a les demi. Et après, il y a la finale. C'est pas rien. Et puis, bon, ok, il y a l'échec ultime, mais qui est logique, qui est presque imparable pour tout ce qu'on a expliqué tout au long de ce podcast 73 Carter, enfin, bon, peu importe, voilà, c'est logique, le Bayern était plus fort, c'est mérité, Parfois, c'est pas toujours mérité, le foot. Bah là, c'était mérité, il faut l'accepter. Et d'ailleurs, ils ont tous été très classe, même s'ils étaient très déçus. Il y a une interview là que j'ai mise sur Twitter d'Herrera qui est remarquable. Mais maintenant, il va falloir être costaud aussi. Parce que rebondir sur l'échec, ok. Parce qu'il y a des chantiers. Alors, il y en a un, et pas des moindres. Le PSG s'est trouvé une âme. Neymar est enfin heureux à Paris. Et puis des tas d'autres choses, quoi. Là, il y a un groupe qui vit bien ensemble. Attention, il y en a quelques-uns qui vont partir, d'autres qui vont arriver, mais ils seront accueillis dans quelque chose où il y a de bonnes vibrations maintenant. Et
sur une saison, c'est long, il y a des hauts et des bas, c'est capital, quoi. L'esprit de groupe, ils l'ont. Voilà, ce maillot, ce truc, des fois il peut y avoir des doutes pour l'un, pour l'autre, etc. Mais bon, le chantier, pas le milieu de terrain, quand j'entends dire il faudrait un milieu de terrain, non, il en faut deux ou trois, avec des caractéristiques différentes, devant la défense et un autre ou deux peut-être, machin. Arrière latéraux, après quid de Tuchel, j'entends dire peut-être ceci, cela. Alors là, bon, tu remets les compteurs à zéro, ça c'est un autre débat. Mais bon, à chaque jour suffit sa peine. Bravo encore à tous, et donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Oui, les pleurs et les échecs font partie de la vie, des passages obligés. Et c'est ce qui nous construit aussi, mais c'est un échec qui arrive après pas mal de réussites. Donc, général, moi je dis que normalement, s'ils prennent bien, d'ici le 5 octobre, c'est pas mal. C'est très bien, Didier. Oh, Paramahansa Yogananda, des écrits formidables. Formidable, et Lao Tzu, oui, bon, oui. Et Georges, Didier, Georges. Ah ben Georges, il attend, hein, général. Et les Braves aussi, qu'est-ce que vous voulez, finale de Ligue des Champions, ça va Georges? Vous faites preuve de patience, tout va bien. La patience est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux. Ah, c'est beau ça. C'est de Lao Tzu? Non. C'est un proverbe persan. Très joli, très joli. Vous pouvez me le répéter? Ouais. La patience est un arbre dont la racine est amère et dont les fruits sont très doux. Ben voilà, ça aussi, quand d'éloge, vous me placardez tout ça. Bon, allez, voilà, c'est persan. Proverbe persan, c'est bien, c'est très bien. Bon, général, il faut y aller, le temps passe, c'est le temps qui court, qui nous rend sérieux, la vie nous a rendus plus orgueilleux, général, oui, c'est ça. Ah, les persans, oui, ben ça va, et les persiennes aussi, bon, allez, bon, très bien. Longue vie au bas. Ah, et là, on n'a pas, et vive la France, vive la République. Non, je me fais chaque fois engueuler, secouer. Ouais, mais c'est pour rire, général, ça va. Bon, allez, portez-vous bien. Haut les cœurs, hein. Mira el centro, clave, gol.